Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Actu7 qui fait le tour de l'actualité, l'actualité brûlante sur le continent africain la semaine écoulée. D'abord, nous allons vous présenter les panélistes de ce rendez-vous qui sont en ligne tous les deux de Paris en France. D'abord, le directeur des rédactions centrales de la Belle Radio et Télévision, Robert Adandé. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour à Monsieur Gimbayara et bonjour chers téléspectateurs, excellent dimanche à vous. Et Thiambel Gimbayara, qui est journaliste, éditorialiste, directeur de publication de La Voix du Mali, qui se trouve lui aussi en France. Il nous a fait l'honneur d'être en notre compagnie ce dimanche. Thiambel Gimbayara, bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde, bonjour à monsieur le directeur et merci de cette invitation. Écoutez, c'est nous, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance est un défi pour de nombreux pays africains et l'Afrique du Sud est sur ce chemin puisque le Congrès national africain est actuellement secoué par une crise. Le secrétaire général du parti a été suspendu étant soupçonné ou même accusé de corruption. Pour beaucoup, c'est un retentissant succès pour le président Cyril Ramaphosa, qui misait gros sur ce dossier de corruption au sommet de l'État, surtout quand cela intervient au sein d'un parti quelque peu divisé. Le Congrès national africain, l'ANC de Nelson Mandela, cherche à redorer son blason devant des électeurs déchaînés, reprochant au mythique parti de s'être empêtré jusqu'au cou dans des affaires de corruption depuis des années. Pour David Lewis, le directeur de l'ONG Corruption Watch, cette décision est le premier signe vraiment fort que l'ANC est prêt à faire le ménage dans ses rangs. Mais pour cet observateur, il lui reste tout de même un sacré chemin à parcourir pour endiguer définitivement ce phénomène. La Fondation de Clerc estime pour sa part que la mise à l'écart de Magashule représente une consolidation du pouvoir du président Cyril Ramaphosa au sein de l'ANC dans les luttes de factions actuelles qui nuisent à la gouvernance entre son courant et celui de l'ancien président Jacob Zuma et Es Magashule d'autre part. Il est bon de préciser que la suspension d'Es Magashule lui aurait été signifiée par une lettre signée de son adjoint Jesse Duarte au nom de l'ANC avec prise d'effet ce lundi et allant jusqu'à l'aboutissement de son procès. Dans la foulée, une réunion convoquée le même jour par la direction du parti a réaffirmé sa décision prise fin mars d'imposer à tout membre poursuivi pénalement pour corruption ou d'autres crimes graves de démissionner ou de s'exposer à une suspension. Tu as été inculpé et convoqué à comparaître devant un tribunal pour corruption et fraude, vol et blanchiment, rappellerait cette lettre. En revanche, il se susurre que cette suspension ne priverait pas l'intéressé pour autant de son salaire, ce que la lettre confirmerait d'ailleurs. Actuellement en liberté sous caution, Es Magashule sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés pour détournement en 2014 de fonds publics destinés à désamianter les logements sociaux lorsqu'il était Premier ministre du Free State. Les travaux n'ont jamais eu lieu et les enquêteurs estiment que l'équivalent de près de 10 millions d'euros aurait été distrait. Robert Adandé, lui-même, le président Cyril Ramaphosa et certains de ses proches sont pourtant éclaboussés par des affaires de corruption. Oui, cette affaire de corruption qui gangrène le sommet de l'État sud-africain pose problème. Et il faut rappeler que la corruption a toujours été le cheval de bataille du système sud-africain. C'est justement pour cette raison que le président Cyril Ramaphosa a pris l'engagement de faire la toilette, de nettoyer au sein de son écurie, au sein donc de l'ANC, pour donner l'exemple. Et par conséquent, cette suspension de Es Magashule, secrétaire général du Parti du Congrès national africain, est un symbole fort. Il a joué gros, il a misé gros. C'est un symbole fort de cette décision de mettre de l'ordre au sein de cette formation politique. Il faut aussi dire que lui-même, le président Cyril Ramaphosa, s'est retrouvé devant la commission chargée d'enquêter sur ces affaires, ces démêlés liées à la corruption, il y a quelques jours, et on en parlait la semaine dernière. Donc, il est question maintenant de rassurer ses concitoyens, de rassurer les Sud-Africains sur ces réels engagements, cette volonté
de mettre de l'ordre, y compris en son sein, ce qui ne sera bien évidemment pas facile parce qu'on retrouve un Congrès national africain, un parti déjà divisé par rapport à ces décisions qui sont en train de tomber. Alors, Thiambel Guimbayara, la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, c'est un peu le serpent qui se mord la queue? Oui, en effet, c'est évidemment cette équation à plusieurs inconnues à laquelle on se pose dans ce pays-là, tant plus que la corruption a intégré le système politique là-bas et que ce parti qui est au pouvoir, on ne voit finalement pas un chef qui va être épargné par cette lutte contre la corruption ou par une telle implication devant la justice par rapport à la corruption ou à la fraude. Zuma, on se rappelle encore, a connu des années judiciaires et même si aujourd'hui Ramaphosa est passé, et bien d'autres aussi sont devant la justice pour ce faire-là, la suspension du secrétaire général est là pour le prouver, mais en réalité, c'est aussi une lutte de clan pour le contrôle du parti, mais car cela ne tienne, la moralisation de la vie publique sud-africaine requiert qu'une fois qu'on est engagé devant la justice, une fois qu'on est accusé, mais même si l'accusation quand même ne prouve pas une culpabilité quelconque, on doit se dessaisir de son mandat pour faire face à la justice et laver son honneur. Ça doit s'imposer de principe, mais s'il faut que le parti suspende la personne pour qu'elle réponde et qu'on voit loin même que la justice demande à ce qu'on Zuma, dans le cas de Zuma, qu'il détermine la peine à laquelle il doit encourir, on est dans une instrumentalisation. Alors le président Cyril Ramaphosa a été entendu comme témoin par les membres de la commission Zondo, mise en place justement il y a quelques années pour lutter contre la corruption. Mais cette commission, justement, n'a droit qu'à des déclarations certes fortes, mais pas plus. Hein. Il y a des engagements, mais le président Cyril Ramaphosa a, de façon très, très tactique, esquiver les questions de fond ou les questions qui gênent. Oui, et c'est justement pour cette raison que certains estiment que la commission Zondo serait utilisée à des fins politiques et que le président Cyril Ramaphosa en profiterait pour prendre sa revanche sur ses opposants. Mais qu'à cela ne tienne, comme disait M. Guimbayara tout à l'heure, le problème de corruption dans ce pays reste un véritable fléau et tant qu'il ne sera pas résorbé, au moins de façon considérable, les choses n'iront pas dans le bon sens. C'est l'avantage dans la nation arc-en-ciel, donc en Afrique du Sud. L'avantage est ce système parlementaire qui permet au président de ne pas échapper à la justice et de se retrouver en train de rendre compte de ce qui peut leur être reproché dans tel ou tel dossier. En tout cas, la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, qui est un dossier qui rappelle également le même engagement dans d'autres pays africains. Oui, la corruption n'épargne aucun pays, aucune zone du monde. Tous les pays on doit faire face à ce problème et il y a certains pays malheureusement où il est beaucoup plus crucial que dans d'autres, raison pour laquelle en Afrique du Sud, parmi tout ce qui mine ce pays, il y a le problème de la corruption et c'est un problème aujourd'hui malheureusement qui n'est pas dissociable des considérations politiques. C'est ce qui rend la situation encore plus perplexe. Pas très loin, cette fois en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et les violences répétées que subissent les populations depuis plusieurs années dans le Nord Kivu et en Ituri ont poussé les autorités à, notamment la plus haute autorité du pays, le président Tshisekedi Tshilombo, eh bien, de faire en sorte que l'état de siège soit en vigueur, un état de siège qui inquiète quand même les organisations de la société civile et même les populations. Ce 30 avril, les autorités congolaises ont rendu publique la mise en place d'un état de siège dans les provinces sensibles de l'Ituri et du Nord Kivu.
Le pari pris par une telle mission est de lutter contre l'insécurité dans ces localités dotées par la nature en ressources minières. À partir du jeudi 6 mai 2021 donc, les administrations décentralisées des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en RDC seront militarisées. Une annonce faite ce 3 mai par Tarsis Tazongo Mwema, le porte-parole du président RD congolais Félix Tshisekedi. Les entités de ces différentes provinces seront remplacées par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ou de la police nationale. Il est bon de rappeler que depuis plusieurs décennies, cette zone riche en ressources minières est en proie à des massacres répétitifs de civils et d'attaques contre les forces armées perpétrées par des groupes armés. Les différentes tentatives des autorités locales en collaboration avec la MONUSCO n'ont hélas pas endigué les exactions dans l'est de la RDC qui avaient déjà été marquées par les deux guerres du Congo de 1996 à 1997 et de 1998 à 2003. Des tensions qui finalement n'ont jamais pris fin mais se sont plutôt amplifiées avec l'arrivée du groupe des forces démocratiques alliées, désormais étiqueté comme organisation terroriste par les États-Unis. L'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu est prévu pour durer 30 jours à compter du jeudi prochain. Et l'état de siège est en vigueur au Nord Kivu depuis jeudi. Tiambel Gimbaera a le sentiment que le malheur de cette région du Nord Kivu est d'être riche en ressources minières. C'est un scandale géologique, un scandale minier de l'Afrique. C'est la force du pays fait en même temps sa faiblesse, toutes ses incursions. Mais en tout cas, dans ces deux provinces, il y a une insécurité grandissante et puis une insécurité, disons, une instabilité séculaire qui va environ 20 ans. Et je me rappelle encore de cet appel du président congolais RDC de passage à Paris qui demandait l'intervention de la France. Et cela allait jusqu'à même à militariser cette zone-là et que les militaires occupent les premiers rangs et fassent aussi régner l'ordre. Ça fait un double défi qui, il faut en être au résultat pour voir, et surtout quand c'est des chefs rebelles qui sont conduits à des postes de gouverneur pour indiquer l'insécurité, ceux qui sont auteurs de cette insécurité-là, jadis par le passé, même si ce n'est pas dans les mêmes localités. Où sont les recours aujourd'hui pour que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations et puissent retrouver la sérénité et puis bouter hors de cette zone-là quand même l'insécurité. C'est un pari un peu risqué du président Tshisekedi. Robert Adandé, un pari un peu risqué, vous croyez, puisque Tiambel Gimbaera vient de le signaler, il s'agit à la tête de ces régions de gouverneurs militaires qui, par le passé, avaient été des rebelles. Ils sont certainement repentis, mais est-ce que ça peut constituer un gage de confiance ? Alors pour ma part, c'est effectivement un couteau à double tranchant. Le fait d'avoir été par le passé rebelles leur donne certainement un certain nombre d'outils pour avoir une longueur d'avance sur le fonctionnement de ce type d'organisation, mais dans le même temps, ils peuvent aussi se retrouver dans une sorte de complicité, on ne le souhaite pas en tout cas, mais toujours est-il que c'est une décision qui fait suite à l'appel ces derniers jours par le truchement de manifestations organisées pour demander au président Félix Tshisekedi d'agir contre les groupes armés. Voilà que malheureusement cet état de siège suscite un autre type d'inquiétude et son efficacité d'autant aussi le leadership des députés de l'armée qui seront déployés. Toujours est-il que ce dispositif d'état d'urgence prévu pour durer un mois permettra au terme de cette échéance, en espérant que pendant la période il n'y aura pas trop de dégâts, d'évaluer son efficacité. Et vous comprenez, Robert Adandé, l'inquiétude des organisations de la société civile ? Oui, ces inquiétudes tiennent du fait, comme on le disait tout à l'heure, que les différents officiers mis en place pour remplacer provisoirement les différents gouverneurs peuvent éventuellement se retrouver en posture de complicité avec ces rebelles, ce qui
pourrait rendre la situation plus compliquée. Et ce sont, on le disait tantôt, des zones où il y a beaucoup de minerais. Ça implique également qu'il faut tenir compte de la mafia ou bien des mafias qui s'organisent autour pour faire main basse sur ces ressources. C'est malheureusement la tare de beaucoup de pays africains, comme disait M. Gimbayara tout à l'heure. La plupart des pays qui se retrouvent avec importantes ressources minières de richesses naturelles, malheureusement, se retrouvent être l'otage de certaines institutions mafieuses pour faire main basse sur ces richesses-là, malheureusement. Il y a le Rwanda qui avait souvent par le passé été cité comme étant une base arrière pour ces rebelles. Il y a l'Ouganda surtout également. Est-il possible de contenir ces rebelles Thiambel Gimbayara sans l'appui de ces deux pays qui sont des voisins stratégiques pour la République démocratique du Congo? Et nous avons aussi le Burundi, Aziz. Et le Burundi, justement. Oui, il va de soi que les pays qui constituent des pays de repli dans cette zone ou dans d'autres zones, leur collaboration est plus que déterminante pour couper ne serait-ce que les bases arrières de ces pays-là, de ces forces rebelles qui se trouvent en ce moment en Ituri et dans cette zone du Sud Kivu. Donc, mais réellement, l'implication et la lutte effective qui va se mener sur le terrain dans ce pays, quelle que soit la longévité de la situation, la complexité de la situation, les ressources minières dont vous évoquez, en tout cas, faire la différence entre le banditisme et également la lutte des rebelles dans cette zone-là, c'est toute la clé de voûte. Et puis, la double tâche de l'administration du quotidien confiée aux militaires, en même temps la lutte armée sur le terrain pour éradiquer ces rébellions-là, et toute rébellion ou toute lutte de ce genre finit par une négociation. Les plus irréductibles sont arrêtés et on ne peut jamais finir une rébellion par la voie armée, tout simplement. Il va falloir à un certain moment donné quand même se mettre autour de la table, discuter. Donc tout ce processus demande une réflexion, une implication des États, de l'Afrique, des autres, de la CEMAC et de l'Afrique, de l'Union africaine et des autres partenaires qui vont aider quand même la RDC, parce que le président a sollicité l'aide et l'appui de la France pour ce faire. L'aide et l'appui de la France est et Aziz, oui, dans la foulée de ce que vient de dire M. Gimbayara, il faut dire aussi que le mouvement citoyen Lucha a demandé effectivement au président Félix Tshisekedi de renoncer et a suggéré plutôt la mise en place et la convocation d'un dialogue tripartite entre le gouvernement, la MONUSCO, les différentes organisations de la société civile de la région. Donc, le dialogue peut constituer effectivement une solution à ne pas négliger à cette situation. Et les populations et les organisations de la société civile de la région reprochent à la MONUSCO de ne rien faire pour empêcher la violence. Or, la MONUSCO a un mandat qui n'est pas celui de se battre. Bon, le mandat robuste, s'il n'est pas aussi robuste comme il l'est dans le Sahel, je crois que c'est les dispositions de l'ONU. Si les dispositions ne sont pas prises pour que la MONUSCO se batte sur le terrain, ça va être difficile qu'elle se batte à armes égales. Bon, de toutes les façons, je crois que c'est à l'État congolais de désigner la ligne à suivre par rapport à cette situation. Je crois qu'il y a un passage obligé par le dialogue pour se retrouver ensuite pour combattre les plus irréductibles. Je crois que ni l'un ne va pas sans l'autre dans cette lutte contre la rébellion de Sahel, surtout qu'il y a plus de 20 ans quand même que ces deux zones-là vivent cette insécurité.
C'est une zone, en tout cas, ce sont des zones qui connaissent une insécurité qui est grandissante. Et le problème, c'est que ces groupes armés, il n'y a pas longtemps encore, ont commis des exactions contre les civils. Il y a des exécutions sommaires avec même des femmes enceintes, des enfants, etc., des vieillards qui ne sont pas épargnés. Là, on a affaire à des criminels qui opèrent dans cette zone pour, semble-t-il, se procurer ces minerais. Ça laisse bien sûr sous-entendre qu'il y a derrière un vaste réseau, Robert Adandé, un réseau qui est bien sûr transnational. Absolument. De toute façon, il ne saurait en être autrement. Personne n'est dupe pour penser que des situations comme celle-là ne se feraient que sur initiative spontanée de simples citoyens ou de simples rebelles. Il y a forcément des tirelles qui sont des ficelles, pardon, qui sont tirées au plus haut niveau de certains pays. Et c'est justement pour cette raison que le mouvement citoyen Lucha a estimé qu'une décision comme celle-là, qui, il faut dire ici aussi que c'est la première fois depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi qu'une mesure d'exception de ce type est reconnue par la Constitution et à court. Donc, ce mouvement souhaite que le gouvernement congolais mette en place déjà dans un premier temps le renforcement de l'armée, parce que pour eux il est question d'une armée plus forte, d'un dispositif plus drastique au niveau de l'armée congolaise, et ensuite l'ouverture d'un dialogue pour élaborer un certain type de stratégie répondant aux attentes des populations, parce que les populations pensent aussi que la mise en place d'un état d'urgence pour une durée d'1 mois ne résoudrait pas cette solution. Parce que pour une durée d'1 mois, on a les forces rebelles qui vont se replier dans leurs différentes bases arrières et revenir dès que la calmie, dès que la garde va être baissée. Tiambel Gimbayara. Oui, c'est d'autant plus visible que dans ces pays-là, on dirait qu'on s'est installé dans une sorte d'insécurité et que le crime est devenu la rente de la réussite. Et donc, quand c'est aussi poussé jusqu'à ce niveau-là, c'est difficile d'évaluer ou d'aller vers des solutions sans mettre tout le monde à contribution, les pays environnants, les pays de répit, le pays lui-même et la société civile, le dialogue, et puis surtout que le président quand même fait une ouverture vers l'Occident au moment où il reprend les rênes de la gestion de la vie courante. Il y a aussi des hostilités, des oppositions politiques qui sont prêtes à instrumentaliser ces violences-là pour les utiliser à des fins politiques. Malheureusement, cela aussi peut compliquer la donne et la tâche aux autorités. Alors, il y a eu la condamnation de Dominique Ongwen, ancien chef rebelle qui avait été enlevé par la LRA, très jeune, enrôlé, et qui par la suite, justement, a fait énormément de dégâts avec ses troupes dans les années 2000, dans plusieurs régions du continent africain, mais surtout en Ouganda. Il a été condamné à 25 ans de prison par la Cour pénale internationale. On rappelle qu'il avait été retenu contre lui 61 chefs d'inculpation. La Cour pénale internationale a condamné ce jeudi à La Haye, aux Pays-Bas, Dominique Ongwen, 45 ans à 25 ans de prison. L'ex-commandant ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, avait été reconnu coupable en février dernier de 61 chefs d'accusation, notamment de meurtre, viol, conscription d'enfants soldats et d'esclavage sexuel dans les années 2000. Année de terreur de la LRA. La CPI prévoit dans ces cas la prison à vie, mais les procureurs avaient demandé en raison de son passé d'écolier enlevé par la LRA
que soit appliquée une peine inférieure à la peine maximale de 30 ans à perpétuité prévue. À noter que Dominique Ongwen était également reconnu coupable de grossesse forcée, une peine jamais prononcée jusqu'ici par la Cour pénale internationale. À en croire les chiffres des Nations Unies, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur auraient massacré plus de 100 000 personnes et enrôlé plusieurs milliers d'enfants. Un verdict qui devrait décourager peut-être certaines personnes, certains responsables de ces groupes rebelles. Robert Adandé? Oui, Dominique Ongwen, l'ancien commandant de la brigade Signa au sein de l'armée de la résistance du Seigneur, a été, comme vous le disiez, rappelé, condamné à 25 ans de prison par la CPI il y a quelques jours, connu coupable de 61 crimes contre l'humanité, crimes de guerre perpétrés dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. C'est énorme et il est important qu'après autant de temps, qu'il soit, au moins pour la conscience collective, qu'il soit condamné et qu'il réponde de ces différents chefs d'accusation, parce que c'est plusieurs vies qui ont été dévastées, c'est plusieurs familles qui ont été décimées et qui emporteront les stigmates sur plusieurs générations. C'est l'histoire d'un peuple qui se retrouve endeuillé, qu'on le veuille ou pas. Ce sont des crimes graves, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ces crimes, quelles que soient les manipulations dont il a pu être l'objet, parce que, au titre de circonstances atténuantes, on rappelle quand même que c'était un enfant soldat, mais tout ceci n'explique pas cela, hélas. Tout ceci n'explique pas cela. Dominique Ongwen, Robert Adandé vient de le souligner, Thiambel Guimbaera a bénéficié, ou bien devrait bénéficier de circonstances atténuantes selon les juges. Oui, normalement, son passé et puis son passif, son histoire tout simplement, d'enfant soldat enlevé et qui a été quand même entre les mains d'un bourreau qui ferait de lui une victime, en même temps un bourreau, donc devrait prédire en sa faveur. Mais hélas, pour le symbole, les crimes aussi ne peuvent pas rester impunis. Il a posé des actes qui sont des actes graves, c'est clair. Robert Adandé, puisqu'il a été condamné, et on rappelle que 61 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, mais il a certainement opéré avec des complices. Absolument, il n'a pas pu faire tout ça seul, c'est une évidence. Maintenant, ça a été peut-être la tête de pont de tout ce qui a été fait. Et donc, voilà, sa responsabilité reste engagée. Bon, il planait sur lui comme une épée de Damoclès, une peine d'emprisonnement à perpétuité. Aziz ? Oui, Robert, nous vous écoutons. Alors, il planait sur lui un peu une sorte d'épée de Damoclès quant à un emprisonnement à perpétuité. Bon, ça n'a pas été le cas. 20 ans, 25 ans d'emprisonnement permettront déjà, même si cela ne réparera pas tous les torts qui ont été causés, d'apaiser un tant soit peu toutes ces blessures qui, comme on disait tout à l'heure, resteront malheureusement vives et à jamais dans l'histoire des personnes qui en ont été victimes de façon directe ou indirecte. En tout cas, une peine qui, pour beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, devrait être exemplaire et devrait dissuader toute velléité d'aller dans le même sens que Dominique Ongwen, on rappelle, qui est âgé de 45 ans.
Mais Aziz, il faut, comme vous le dites, il faut prier pour que ce type de situation dissuade des velléités de se comporter de la même manière. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que certaines personnes agissent soit instrumentalisées par des bourreaux, soit en se sentant une sorte de superpuissance, en estimant que ce genre de situation n'arriverait jamais. Donc, elles s'arrogent un certain nombre de passe-droits qui leur donnent l'impression de ne jamais se retrouver devant des tribunaux, de ne jamais devoir répondre de ce type d'exaction, de ce type d'actes. Donc, il est bien de pouvoir s'arrêter, réfléchir et regarder et voir de quelle manière certains agissements, même s'ils se sont déroulés plusieurs dizaines d'années plus tôt, peuvent vous rattraper. En tout cas, il a été rattrapé par des agissements qui ont été relevés dans les années 2000, alors qu'il était dans l'armée de résistance du Seigneur. Dominique Ongwen a 45 ans, plus 25. En tout cas, il en sortira vieux. Oui, il en sortira vieux. C'est une bonne partie de sa vie qui part comme ça pour des actes qui pèseront, qu'on le veuille ou pas, sur sa conscience et qui auront également une répercussion sur son entourage immédiat, malheureusement. Donc, on se demande à quoi tout cela a servi, finalement. En tout cas, le chapitre concernant Dominique Ongwen est clos. Nous voici au Sénégal pour parler d'économie avec le Club des investisseurs qui, avec l'appui du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision, tient donc une série de rencontres les jeudis du Club des investisseurs sénégalais. Et notre équipe s'est rendue sur place pour l'inauguration de ces journées de réflexion autour des modèles de développement économique multisectoriel. Mansour Faye, le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, a présidé mardi 4 mai dernier la cérémonie de mise en service de l'autopont Le Batfal qui enjambe la route nationale 1 à la sortie de Pikine, la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. L'ouvrage, dont les travaux ont été lancés en avril 2020, Alors là, nous étions surtout sur la livraison des travaux de construction, notamment de ponts et d'autoponts à Dakar et dans certaines capitales régionales pour faciliter la mobilité. Alors le Club des investisseurs sénégalais, c'est plutôt un groupe de réflexion, Robert Adandé, qui épluche et explore les différentes possibilités de booster le développement, notamment en ce qui concerne l'agriculture et bien d'autres secteurs. À saluer une initiative du Club des investisseurs appuyée par le groupe de presse panafricain Label Radio et Télé, qui permet de se retrouver ensemble, de réunir les jeudis les différentes parties prenantes de l'économie sénégalaise et réfléchir sur les voies et moyens pour booster cette économie-là. On parle de plus en plus d'agriculture, mais une agriculture ne peut se retrouver renforcée que si l'industrialisation va avec. C'est vrai que l'Afrique est présentée un peu comme le continent le moins développé, justement parce qu'elle n'a pas encore réussi à amorcer une mutation, une transformation de son économie pour la faire passer d'une prédominance du secteur primaire au secteur secondaire. Le Sénégal, dans le secteur tertiaire, représente un peu plus de 60% du produit intérieur brut, dans un contexte où il ne permet même pas de résorber les différents problèmes liés au chômage, alors que l'agriculture, si je ne m'abuse,
ne représente que moins de 20% du produit intérieur brut. On a une industrialisation qui doit trouver sa place, qui doit servir de renfort à tout ce qui sera fait par rapport au secteur primaire. Donc, une initiative comme celle-là permet non seulement de conscientiser l'ensemble des acteurs, mais de s'asseoir autour d'une table, de réfléchir sur les voies et moyens pour amorcer une industrialisation qui permette au pays d'être plus fort d'un point de vue économique. Et bien évidemment, les retombées sont énormes aussi bien sur le côté du développement du pays que sur les emplois qui seront créés par ce secteur-là. Justement, le défi est de pouvoir générer des emplois et donner à cette jeunesse qui en a tant besoin des raisons d'espérer, des raisons de croire en l'avenir et bien sûr la possibilité surtout de se prendre en charge. Nous voici en Afrique centrale à nouveau au Gabon avec ce projet de recensement des éléphants de forêt que le gouvernement va lancer pour la première fois en partenariat avec une organisation non gouvernementale. Au Gabon, une étude sur la protection des éléphants est en cours depuis quelques semaines. Une équipe de scientifiques du Worldwide Conservation Society et de l'Agence nationale des grands travaux développe en ce moment une nouvelle méthode de dénombrement basée sur l'étude de l'ADN. L'objectif de cette nouvelle étude, d'après la même source, est d'établir le premier recensement national de la population d'éléphants depuis 30 ans en vue d'améliorer la protection des pachydermes. Elle utilise à la fois des pièges photographiques et l'analyse de l'ADN des excréments des éléphants. Par conséquent, elle permet aux chercheurs de mieux comprendre combien il reste d'éléphants de forêt et leur localisation. Le pays fait face à un conflit homme-faune depuis plusieurs années. Au moment où ce dénombrement est réalisé, les populations de certaines localités du pays se plaignent de mourir de faim à cause des éléphants qui, du fait des changements climatiques, quittent la forêt et s'attaquent à leur population. Pour préserver donc la faune, le Gabon a ouvert en mars 2021 un laboratoire d'analyse d'échantillons d'ADN prélevés auprès de la faune locale comme sur l'ivoire. Et les tests ADN réalisés dans le cadre de l'étude de l'Agence nationale des parcs nationaux sont analysés dans le dit laboratoire. Robert Adandé, le Gabon, qui en ce qui concerne la préservation de l'environnement et de certaines espèces animales, est considéré comme un pionnier sur le continent africain. Oui, le Gabon apparaît aujourd'hui comme l'un des derniers, voire même le dernier bastion des éléphants de forêt du côté de l'Afrique centrale. On parle de près de entre 45-50 000 éléphants vivant sur les vastes forêts gabonaises, avec les derniers éléphants gros porteurs de grande défense du bassin du Congo qui peuvent encore être vus au baie de Longwe dans le parc national de Libindo, c'est au Gabon. Mais il faut aussi relever le fait qu'un rapport a fait état de ce que les populations d'éléphants dans les 4 pays de la sous-région d'Afrique centrale que sont le Cameroun, le Congo, la RCA et le Gabon a drastiquement baissé de près de 70% entre 2008 et 2016. Là vous parlez des conséquences du braconnage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cette population qui baisse malheureusement en raison de ce type de pratique, mais fort heureusement aussi les différents États ont pris leurs responsabilités en dissuadant les braconniers de poursuivre dans cette aventure périleuse pour la population
des éléphants. Et les braconniers, justement, qui ne se limitent pas à un pays, hein, qui se déplacent dans les différentes forêts, à travers les différentes forêts d'Afrique centrale, qui se déplacent vers le Gabon et les autres pays limitrophes. Il a récemment été dans un rapport de l'agence nationale qui est chargée de la surveillance de ces éléphants que beaucoup de braconniers sont présents dans les forêts du Gabon notamment. Oui, ce sont un peu comme on parlerait des terroristes, des rebelles sur le plan politique. Les braconniers, malheureusement aussi, ne fonctionnent pas forcément tout seuls. Il y a des gens derrière qui leur assurent une sorte de protection, mais fort heureusement, il y a une brigade de plus en plus renforcée du côté du Gabon qui assure cette surveillance de sorte à protéger les populations d'éléphants, parce que le braconnage a décimé plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans cette région, ce qui reste un tort causé au continent africain. Oui, c'est vrai qu'il faut protéger les éléphants, mais Robert Hernandez, il y a le conflit homme-faune, et encore au Gabon, il y a eu des populations dans le Gouéivindo par Mekambo ou Makoko qui ont manifesté pour demander quoi faire aux autorités. Les éléphants saccagent leur culture et parfois se rapprochent un peu trop de leur lieu d'habitation, mais il ne faut pas les abattre ou bien réagir autrement. Ça pose un problème sérieux entre la préservation de ces espèces protégées et bien entendu la sécurité des populations, tout comme leur survie. Oui, le conflit homme-faune prend effectivement des proportions inquiétantes. Les plantations des communautés villageoises sont régulièrement, vous le releviez, ravagées par des éléphants, et certains villages enregistrent des incursions récurrentes, des incursions fréquentes de ces pachydermes qui les emmènent à se déloger, à disparaître de ces espaces-là parce que se sentant en insécurité. C'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent au vu du développement des villes qui tendent à engloutir les forêts, lieux naturels d'habitation, d'émancipation et de vie des animaux. Donc, il est question maintenant de remédier à cette situation, non pas en abattant les éléphants, mais en assurant une sorte de protection de l'environnement et en veillant sur les intérêts des Gabonais. Ça fait partie des engagements que les autorités gabonaises ont pris à plusieurs reprises. Donc, on espère qu'il y aura non pas une cohabitation plus harmonieuse, ce ne sera presque jamais possible, mais que les espaces seront définis et que chacun se retrouvera en toute sérénité dans l'espace qui sera le sien. Et pour finir toujours au Gabon en santé, cette fois, c'est le programme national de lutte contre la tuberculose qui a été adopté au terme d'un séminaire atelier tenu il y a quelques jours à Libreville. Désormais au Gabon, les femmes des zones reculées, notamment de la province de l'Estuaire et de l'Ebamba, dans la province de Langounié, n'auront plus besoin de faire le déplacement de Libreville pour faire l'échographie. En effet, le ministère de la Santé, en partenariat avec la Banque mondiale, à travers le projet iGabon 6, ont mis sur pied une technique informatique qui permet de se faire consulter et soigner à distance et à moindre coût. Après plusieurs mois de formation à l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre du projet iGabon 6, les professionnels de santé, les sages-femmes et les gynécologues ont acquis des techniques informatiques devant leur permettre de consulter, analyser et fournir les résultats en un temps record. Avec la mise sur pied du projet iGabon, la télééchographie est effective dans 6 structures de santé du pays, à savoir le centre médical de Ntoum, le centre médical de Congo, le centre médical de Kokobiche, le centre de santé communautaire d'Ovendo,
le cabinet médical de l'Association des sages-femmes du Gabon et le centre médical de l'Ebamba dans la province de Langounié. Cette pratique déjà opérationnelle dans le centre de santé d'Untum, situé dans le département du Komomanda, fait déjà le bonheur de la gente féminine de cette localité. Notons que depuis la mise en place du projet, au total, 835 professionnels de santé ont déjà été enrôlés, 557 professionnels de santé formés et 371 professionnels de santé évalués. Il est à rappeler que le projet Igabon 6 vise à améliorer la prise en charge des patients, la situation sanitaire du pays et l'efficience des structures de santé. Au lieu du programme national de lutte contre la tuberculose qui a bien été adopté pour 2021-2025, là il s'agit de l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes à travers un dispositif de santé qui va être disponible dans les différents centres de santé à travers le pays au Gabon. Ce qui est une excellente chose et on rappelle juste Robert Adandé qu'à côté de cette prise en charge des femmes enceintes qui passent par ces examens qui s'imposent, eh bien, il y a aussi à améliorer l'offre de soins, notamment la prise en charge. Oui, tout ça est comme une sorte de chaîne. Il y a la régularité ou la rigueur à observer quant aux différents examens néonataux. Il y a une meilleure formation du personnel censé accompagner la femme pendant sa période de maternité. Donc, tout est ensemble. Il est question de sensibiliser les femmes parce que beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas conscience de la nécessité de respecter scrupuleusement les différents rendez-vous médicaux qu'elles sont censées avoir avant leur grossesse, ce qui, quelquefois, peut se transformer en situation dramatique. Donc, il faut que les femmes prennent conscience, les femmes enceintes prennent conscience de la nécessité de consulter régulièrement lorsqu'il leur est exigé, et puis que le personnel médical, quant à lui, joue pleinement la partition qui est le sien, à savoir accompagner la femme pendant toute sa maternité, la rassurer, et puis être là jusqu'à la délivrance dans de bonnes conditions. La lutte contre la tuberculose aussi avait été éclipsée par la lutte contre le Covid-19, tout comme la lutte contre le paludisme. Et il y a comme une prise de conscience un peu partout, notamment au Gabon, de ce qu'il faudrait tout faire pour faire en sorte que les chiffres baissent, parce qu'il avait été enregistré une hausse des cas de tuberculose, peut-être consécutivement à la priorisation de la lutte contre le Covid-19 depuis au moins une année. Oui, depuis un peu plus d'une année, le Covid-19 a pris le devant sur toutes les autres actualités sanitaires, que ce soit la lutte contre le VIH, que ce soit la lutte contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose que nous évoquons. La pandémie du coronavirus a éclipsé un peu toutes les autres pathologies qui n'ont pas disparu. Et il est bien de prendre conscience de ce que ces autres pathologies existent et que même si le coronavirus concentre les différents efforts, il faut aussi laisser une bonne part de prise en charge et de continuation dans la réflexion des autres pathologies. La tuberculose qu'on évoque se retrouve avec un taux d'incidence de 521 cas positifs pour 100 000 habitants au Gabon, ce qui reste excessif. Et le 4 mai dernier, il a donc été organisé un atelier qui avait pour mission de voir dans quelle mesure trouver des solutions devant aider à diminuer de façon significative cette incidence jugée trop élevée dans le pays.
Mais voilà, nous sommes arrivés au terme de ce numéro d'Actu 7, un numéro que nous avons commencé avec Tumbel Gimbaera, directeur de publication de La Voix du Mali, qui finalement n'est pas parvenu à aller au bout en raison d'aléas techniques. Et en tout cas, nous le remercions d'avoir été en notre compagnie, et avec Robert Adandé, qui bien sûr est le directeur de la rédaction centrale de la Belle Radio et Télévision, votre groupe médiatique panafricain. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout très bonne suite de programmes sur votre chaîne.